Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qu'on pense tous connaître, celle de la découverte du Canada. Mais l'histoire qu'on nous a racontée, c'est pas toute l'histoire. En fait, ça commence bien avant les noms célèbres des livres d'école. Alors préparez-vous, on va remettre quelques pendules à l'heure. C'est la question, hein? Quand on pense découverte de l'Amérique, le premier nom qui vient en tête, c'est presque toujours Christophe Colomb. Mais et si la vraie réponse se trouvait pas mal plus au nord et pas mal plus tôt? En fait, on parle de 500 ans avant Colomb. 5 siècles. Avant même que les rois et les reines d'Europe commencent à rêver de nouvelles routes vers l'Asie, il y a un autre peuple, des navigateurs complètement intrépides qui avaient déjà mis les pieds sur le continent nord-américain. Alors, on commence notre voyage avant Colomb, avec les Vikings. On va voir comment cette bande d'explorateurs scandinaves a réussi à traverser l'Atlantique bien avant tout le monde. Et tout ça, ça commence avec un personnage, disons, coloré, Éric le Rouge. Son histoire est assez spéciale. Son père se fait bannir de Norvège pour meurtre. Puis, comme si c'était une tradition de famille, Éric, lui, se fait bannir d'Islande pour la même raison. Disons qu'il était un peu à court d'endroits où aller, mettons. Regardez comment ça s'est passé. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est une progression, étape par étape. D'abord, un gars est poussé par une tempête et voit une terre au loin. Ensuite, notre fameux Éric le Rouge, qui a besoin d'une nouvelle maison, fonde une colonie au Groenland. Puis, un autre aperçoit le continent, mais continue sa route. Et finalement, c'est le fils d'Éric, Leif Erikson, qui se dit « OK, moi j'y vais » et qui débarque pour de bon en Amérique du Nord. Et cette nouvelle terre, il l'appelle le Vinland. C'est là, probablement à Terre-Neuve aujourd'hui, qu'a été fondée la toute première colonie européenne en Amérique du Nord. Mais l'histoire ne finit pas comme dans un conte de fées. Ça n'a pas duré. Il y a eu des chicanes avec les peuples qui étaient déjà là, Éric le Rouge est mort, et finalement, les Vikings ont dû plier bagages et abandonner leur rêve américain, si on veut. OK, on avance maintenant de 500 ans, un gros bond dans le temps. Les Vikings sont repartis, mais l'idée de ce nouveau monde-là, elle est restée. Et c'est là qu'une autre grande puissance européenne, la France, décide de se lancer dans l'aventure. C'est le tour de Jacques Cartier. Ce qui est fascinant avec Cartier, c'est de voir comment ses objectifs ont complètement changé entre ses voyages. Au début, en 1534, il part pour une mission assez standard pour l'époque. Trouver un passage vers l'Asie. La routine, quoi. Mais là, il entend parler d'un royaume légendaire, le fameux royaume du Saguenay, supposément plein d'or, et bang, son deuxième voyage se transforme en chasse au trésor. Évidemment, qui dit exploration dit rencontre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment complexes. On va regarder de plus près les tout premiers contacts entre Cartier et les Premières Nations. Pour se donner une idée du choc des mondes, il y a cette anecdote que je trouve géniale. Cartier arrive dans le golfe de Saint-Laurent et il tombe face à face avec des morses. Évidemment, il n'a jamais vu ça de sa vie. Alors, dans son journal, pour les décrire, il écrit qu'il a vu de grands bœufs avec de grosses dents. On sent qu'il cherchait ses mots, hein? Mais la bonne entente du début, elle n'a pas duré longtemps. Au contraire. Ça a commencé par des échanges, du troc, tout allait bien, puis Cartier plante une immense croix de 9 mètres à Gaspé. Ça n'a pas plu du tout au chef iroquois Donnacona. Cartier, pour le rassurer, lui ment en disant que c'est juste un point de repère. Et le coup de grâce, il kidnappe les 2 fils du chef pour les ramener en France. À partir de là, la confiance est complètement brisée. C'est un point de non-retour. Et le plus ironique dans tout ça, c'est au milieu de cette histoire de méfiance et de trahison que le pays va trouver son nom. Cartier entend le mot iroquois « Kanata » qui veut dire « village ». Et c'est ce mot-là qu'il va utiliser pour nommer le territoire. Canada. Le nom de notre pays vient donc directement d'un mot qui désignait le foyer des gens dont la confiance venait d'être trahie. Finalement, la grande chasse au trésor de Cartier, ça s'est terminé en catastrophe totale. Il rentre en France, convaincu d'avoir les cales de son bateau pleines d'or et diamants. Imaginez sa face quand on lui annonce que c'est juste de la pierrite et du quartz, de la roche qui ne vaut rien. L'expression « faux comme des diamants du Canada » vient de là. C'était une humiliation terrible qui a mis fin à sa carrière et qui a pas mal refroidi les ardeurs de la France pendant des décennies. Après ce fiasco, il a fallu attendre un bon bout de temps avant que la France ne retente sa chance. Et quand elle l'a fait, c'était avec un homme qui avait une vision complètement différente. On passe maintenant à Samuel de Champlain. Lui, son but, ce n'était pas de trouver de l'or, c'était de bâtir quelque chose de durable. La grosse différence avec Cartier, c'est que Champlain, lui, il n'est pas venu en touriste. Il est venu pour s'installer. En 1608, il arrive avec une petite gang de 28 hommes et il fonde Québec. Ce n'est pas grand-chose au début, hein? 3 bâtiments en bois, une palissade pour se protéger, mais c'est le point de départ de tout. C'est la naissance de la Nouvelle-France. Mais bâtir un pays, ça vient avec un coût énorme. Et ce chiffre-là, il est brutal.
Pendant le premier hiver, les 2 tiers des hommes de Champlain sont morts du scorbut. Les 2 tiers! Ça donne une idée de la misère et des conditions extrêmes. Juste le fait de survivre à cet hiver-là, c'était déjà une immense victoire. Et pour survivre, Champlain a compris qu'il ne pouvait pas rester neutre. Il a dû faire des choix. Il a donc décidé de s'allier avec les Montagnais, les Algonquins et les Hurons pour sécuriser la traite des fourrures sur le fleuve. Le problème, ça voulait dire attaquer leurs ennemis jurés, les Iroquois. Et cette décision-là, elle a eu des conséquences gigantesques. Elle a déclenché une guerre qui allait durer près de 100 ans et qui a poussé les Iroquois à s'allier avec les rivaux des Français, les Hollandais puis les Anglais. Bon, on a parlé des Vikings, de Cartier, de Champlain, on a traversé des siècles. Mais au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Quel est l'impact de ces premières expéditions? Quand on regarde la grande image, on peut vraiment avoir 3 phases distinctes. D'abord, la découverte un peu par accident avec les Vikings qui ne restent pas. Ensuite, l'exploration avec Cartier qui vient pour cartographier et surtout pour trouver des richesses. Et finalement, la colonisation avec Champlain qui, lui, arrive avec le projet de bâtir une société permanente, une nouvelle France. Je voulais terminer avec cette citation de Michel Comte que je trouve parfaite. « Vivre au Canada, c'est vivre dans 4 pays différents. Un pays par saison. Je trouve que ça dit tout. » De tous ces débuts qui ont été difficiles, parfois violents, souvent chaotiques, mais aussi remplis de courage, est né un pays. Un pays immense, diversifié, défini autant par sa géographie et ses saisons que par son histoire complexe. Une histoire qui est loin d'être terminée d'ailleurs.